Un bourreau. C'est comme ça qu'est décrit Hamida Djandoubi. Mais comment est-ce possible? Comment cet homme, pourtant présenté comme si charmant et gentil, mais aussi recommandé dans les différents emplois qu'il a effectués, pourrait-il porter cet adjectif? C'est pourtant bien une description honnête de ce terrible personnage, qui, malgré ses apparences angéliques, cache un véritable démon, un tortionnaire comme vous en avez rarement entendu parler, voire jamais entendu parler. Un monstre qui a pris sous son emprise plusieurs femmes, qu'il a torturées et violées pour les plus chanceuses, car l'une d'entre elles n'a malheureusement pas eu cette chance. Heureusement, il a été arrêté et mis hors d'état de nuire, recevant une sentence étonnante. Le bourreau a eu son propre bourreau. Bonjour à tous la famille et bienvenue dans cette nouvelle énormissime vidéo sur un tueur tortionnaire qui a sévi en France durant les années 1970, qui a reçu une sentence d'exécution par guillotine, originale pour l'époque car c'est très récent. Moi personnellement, je croyais que c'était quelque chose qu'on ne faisait plus depuis au moins les années 1800. Et vous saviez? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et pour les nouveaux, ici on raconte des histoires d'horreur qui passent par les threads, les enquêtes, mais aussi des crimes et des tueurs en série comme aujourd'hui. Alors si la vidéo vous plaît, ou si vous avez découvert quelque chose, abonnez-vous. Et mettez un petit pouce pour me faire plaisir et pour soutenir mon travail sur ces vidéos inédites sur YouTube. Mais alors, quel crime mérite d'être le dernier guillotiné mondial? Et je parle pas de ça, mais véritablement de ça. Moins cool. Et oui, comme vous l'avez compris, le dernier guillotiné mondial est français et il a été exécuté le 10 septembre 1977. Pas sûr que ça soit une fierté nationale, cela dit. Mais pourquoi? Quel crime aurait bien mérité une telle sentence? Ce que nous allons découvrir ensemble dans cette nouvelle histoire, au-delà de l'obscurité, à travers le meurtre et les sévices de l'effroyable Hamida Djandoubi. Alors, si vous vous sentez prêts, venez avec moi et allons ensemble dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Ça peut vous sembler bizarre que la partie 1 commence par l'évasion, mais c'est bien ici que l'histoire commence. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, personne ne saurait qui est Hamida Djandoubi. L'histoire sordide donc, dont il est question, débute le 9 août 1974 à Marseille, précisément à 9h du matin. Deux très jeunes filles font leur apparition au commissariat du 6e arrondissement, répondant au nom de Ouria et Amaria. C'est Ouria qui prend la parole en premier. Elle a 15 ans, elle est d'origine algérienne, elle est petite et ne pèse pas plus de 40 kilos. Mais ce qu'elle s'apprête à dévoiler aux policiers est véritablement terrifiant. Le 28 juillet précédent, Ouria explique qu'elle a fugué d'un foyer à Toulon où elle résidait. Ce jour-là, elle se trouve sur le vieux port de Marseille lorsqu'un homme en apparence aimable et élégant l'aborde. Il est accompagné de deux femmes, ce qui l'a mise en confiance. Il lui offre une cigarette avant de lui proposer son aide. Pour rappel, elle vient de fuguer d'un foyer. Elle est donc désorientée et exténuée et elle n'a pas tardé à accepter son invitation à le suivre chez lui. C'est à partir de ce moment que l'horreur commence. Il m'a offert un café, Raconte-t-elle. puis il a commencé à me poser des questions sur mon passé. Ma fugue, mes parents, mes connaissances, ma destination. Je lui mentais, il me terrifiait. Autour d'elle, un petit appartement et dans la même pièce, deux très jeunes femmes, peut-être du même âge qu'elle, qui se tiennent à côté de son hôte, évitant de la regarder dans les yeux. L'homme donne ensuite une bière à Ouria, puis demande à l'une des femmes à côté de lui d'apporter un bâton. Il le saisit et commence par insulter Ouria, qui ne comprend pas ce qui se passe. Puis sans prévenir, il lève le bras avec le bâton dans sa main et l'abat sur Ouria. Puis il prend ensuite une ceinture ornée d'une grosse boucle et continue avec violence. C'est pour te remettre sur le droit chemin. Tu vas rester ici et obéir à partir de maintenant. Ouria est bouche bée, paralysée et mise à terre très vite par la violence des coups donnés par cet homme qu'elle ne connaît pas. Ce supplice dure une demi-heure et le pire est encore à venir. L'homme lui a ensuite ordonné de se déshabiller, exprimant son désir de prendre sa virginité. Mais elle refuse et se débat. Face à ça, il rit cruellement en précisant
qu'il a tout son temps. Pendant ce temps, les policiers prennent scrupuleusement des notes. Ils lui demandent alors si elle sait comment il s'appelle et où il habite, et Ouria répond calmement « Oui, il s'appelle Hamida Djandoubi. Il réside dans un appartement situé au 17 rue Villa Paradis, dans le 8e arrondissement de Marseille. » Elle mentionne également que 2 femmes vivent avec lui, obéissant aveuglément à ses ordres. Elle explique ensuite que l'homme lui a dérobé ses papiers et l'a maintenue captive, la soumettant à des sévices, des passages à tabac et des tortures avec des fils électriques à nu, chaque jour, pendant 2 semaines. À la fin de ce calvaire, il l'a violée. « Et que disent les filles qui vivent avec lui ?» demandent les policiers. « Rien, elles n'ont rien dit. Parce que j'ai évoqué mes projets d'évasion, une d'entre elles est même allée voir Hamida pour tout lui répéter, comme un chien obéissant. En guise de vengeance, il m'a déshabillé, battu, électrocuté, puis a enduit mon sexe et mon anus de harissa. » C'est une purée de piment rouge extrêmement épicé qui lui a brûlé les parties intimes. Il l'a ensuite laissé le supplier pendant une durée qui lui a semblé infinie, avant de finalement lui accorder l'autorisation de prendre une douche. Ouria raconte tout ça de manière brute et froide, comme si elle ne réalisait pas vraiment ce qu'elle disait. Les policiers, horrifiés, ont immédiatement tourné leur attention vers l'autre jeune fille avec Ouria. Elle s'appelle Amaria, et elle est l'une des 2 esclaves qui vivent sous l'emprise de Hamida. Elle était là lorsque Ouria est arrivée. Elle a ensuite réussi à persuader Amaria de s'enfuir avec elle, ce qu'elles ont miraculeusement réussi. Les 2 jeunes filles exposent alors leurs blessures, leurs ecchymoses et leurs cicatrices qui marquent leurs bras et leurs jambes aux policiers. Amaria, elle, connaît l'homme depuis bien plus longtemps. À 17 ans, elle était une fille de Harkis, qui désigne les Français originaires d'Algérie qui ont soutenu la France pendant son conflit avec celui-ci. Ayant fui sa famille à Lodève dans l'Hérault, elle a également été attirée chez Hamida Djandoubi, comme Ouria. Et elle raconte même qu'un mois plus tôt, le 3 juillet 1974, elle aurait été témoin d'une longue scène de torture aboutissant à un meurtre. Cela se serait déroulé dans un cabanon, périphérie de Marseille. « Et la victime, savez-vous qui c'était ?» demande l'un des policiers. « Elle s'appelait Elisabeth Bousquet. C'est une ancienne compagne de Djandoubi. » En faisant quelques recherches, les policiers découvrent que ces 2 noms figurent dans leurs archives. En mai 1973, il y a 1 an de cela, Elisabeth Bousquet avait porté plainte contre Hamida Djandoubi pour proxénétisme. Malheureusement, l'affaire n'avait pas été plus loin et les charges avaient été abandonnées. Le commissaire René Paul, du commissariat de Marseille, prend alors la décision d'interpeller immédiatement Djandoubi. Il rassemble son équipe et part avec eux. Lorsqu'ils arrivent, rue Villa Paradis, Djandoubi n'est pas présent chez lui. Ils choisissent donc de patienter un moment, et finalement, il n'arrive qu'aux alentours de 11h40, tenant 2 baguettes sous le bras. Les policiers l'appréhendent alors sans résistance. « Hamida Djandoubi, vous êtes en état d'arrestation. » Ils pénètrent aussi dans son appartement, et ils saisissent le bâton, des fils électriques dénudés de plus de 2 mètres de long, et un pot de sauce harissa entamé. Ils trouvent également 2 pistolets à blanc. Plus important encore, ils découvrent aussi la 2e jeune fille, Annie. Elle vient tout juste d'atteindre l'âge de 18 ans. De petite taille et blonde, elle a sur le corps des brûlures de cigarettes, ainsi que des cicatrices à l'intérieur de ses cuisses, qu'elle prétend avoir subies à l'aide d'un couteau chauffé à blanc. Amaria, elle aussi, présente les mêmes cicatrices et a des difficultés à marcher. En ce qui concerne Ouria, sa peau est zébrée sur presque l'intégralité de son corps. Elle a un orteil fracturé et des traces de harissa ont été découvertes dans son vagin. Pour ajouter à l'horreur, le médecin qui l'examine annonce qu'elle est enceinte de son tortionnaire. En 1974, en France, l'avortement est encore illégal, ce qui signifie qu'à 15 ans, elle est contrainte de garder le bébé de son tortionnaire violeur et de mener la grossesse à terme. Ces 3 jeunes filles ont enduré un véritable calvaire, et jusqu'à présent, les policiers n'ont eu qu'un aperçu partiel. Face aux enquêteurs qui l'interrogent, Djandoubi ne se défile pas. Il reconnaît et assume froidement ses actes. Oui, il a eu un rapport sexuel avec Ouria, mais il prétend qu'elle était consentante. Évidemment, il admet également les tortures et les menaces, affirmant qu'Annie était masochiste et qu'elle appréciait la douleur infligée. Mais bien sûr, quant au meurtre d'Elisabeth Bousquet, il en assume également la responsabilité. Mais il insiste sur le fait que les jeunes filles n'étaient pas de simples spectatrices, mais plutôt des complices. Culotté le garçon quand même. Lorsqu'on lui demande de s'expliquer sur le meurtre, il répond « Je comprends la gravité des actes que j'ai commis, mais je tiens à affirmer que je n'étais pas dans mon état normal. » Belle défense. C'est faux, c'est ciao. Il évoque ensuite sa perte de jambe dans un accident du travail survenu quelques années auparavant.
Il explique que depuis cet accident, il porte une prothèse et prend des médicaments lourds pour atténuer les douleurs fantômes. Depuis mon accident, je me sentais seul. J'avais besoin d'être aimé et je ne supportais pas de me sentir trahi. Cette défense sera sa ligne de conduite tout au long de l'instruction et jusqu'au procès. Il soutient que la perte de sa jambe a provoqué un changement en lui. Cependant, les policiers ont du mal à concilier cette image d'un homme charmant et serviable avec celle du tortionnaire qu'ils ont découvert. Ils décident alors de fouiller son passé pour en savoir plus sur ce monstre. Hamida Djandoubi est né en Tunisie en 1949. À l'âge de 18 ans, il obtient un visa de travail et arrive à Marseille. Il travaille d'abord pour un épicier italien qui le loge dans sa boutique. Plus tard, il emménage dans un foyer Sonacotra, qui est un organisme principalement destiné aux travailleurs migrants. Ses employeurs de l'époque ont tous des éloges à son égard. Ils le décrivent comme un jeune homme gentil, doux et travailleur. Ils ont une telle confiance en lui qu'ils lui confient les clés de la caisse. L'enquête révèle également qu'avant de devenir un tortionnaire, Djandoubi était un séducteur. Les femmes qui l'ont fréquenté à l'époque et qui sont interrogées se souviennent surtout de sa beauté. Ah, qu'est-ce qu'il était beau! Et le premier commentaire qui leur vient à l'esprit. Ouais, pas ouf. Désolé, un juge sur le physique, mais je peux me permettre avec lui, personne m'en voudra, non? Franchement, il est dégueulasse, non? Ces mêmes femmes expliquent qu'il était toujours élégamment vêtu dans le style des années 70, avec des chemises à col pelle à tarte et des costumes cintrés. Un bon gros bobo qui mérite des petites bafounettes. Enfin non, il mérite plutôt des grosses patates, du coup. Il consacrait apparemment une grande partie de sa vie à plaire. Ainsi, l'accident du travail semble véritablement avoir été le point de bascule dans la vie de Djandoubi. Car avant ça, il était décrit comme adorable avec tout le monde. Il raconte aux policiers comment en 1971, travaillant chez un pépiniériste, sa jambe s'est coincée dans la chenille d'un motoculteur et a été broyée. Les pompiers ont dû passer plusieurs heures pour le dégager, et sa jambe a dû être amputée sur place, mais seulement sous le genou, retirant son pied et son mollet. Il n'a apparemment jamais réussi par la suite à se faire à sa prothèse, ça lui faisait mal. Alors il a commencé à mélanger les médicaments et le whisky, qui, on le sait, ne font pas bon ménage. Ça l'a rendu plus agressif, plus aigri. Lui qui adorait séduire et qui était confiant sur son apparence, s'est senti réduit et humilié. Pas sûr que ça justifie tout ça, mais bon, vous me direz, peut-être que je me trompe. Et Elisabeth Bousquet, comment l'a-t-il rencontrée? À l'hôpital, justement, juste après son amputation. Il occupe alors la même chambre que le père d'Elisabeth, et ils ont alors fait connaissance quand elle vient lui rendre visite. Lorsque le père est transféré dans une autre chambre, Elisabeth vient quand même toquer à sa porte. Elle a alors 18 ans, c'est une fille sérieuse, et elle n'a jamais eu la moindre aventure. Djandoubi est donc son premier amour. On peut même parler de coup de foudre. Au début de leur relation, elle est mineure, et elle fugue 2 fois pour le rejoindre dans son foyer, au grand désespoir de ses parents. Elle ne peut plus se passer de lui, et lui, petit à petit, pose les bases de son emprise. On arrive maintenant en octobre 1971, et un jour, alors qu'elle lui rend visite comme à son habitude, il la force à coucher avec 8 autres résidents du foyer, successivement, empochant au passage 20 francs à chaque fois. Après ça, elle porte plainte immédiatement et le quitte. Quand les policiers convoquent Djandoubi, il leur ment, et ils le croient. C'est elle qui a eu l'idée de se prostituer pour pouvoir se payer des vêtements. Je reconnais que j'ai eu tort de la conduire dans les chambres, mais l'argent a été dépensé en commun. Le procureur a alors classé l'affaire sans suite. Mais Djandoubi, très contrarié par cette histoire... Oh, pauvre petit doudou, on a de la peine pour toi. C'est faux. Vivement la fin de l'histoire d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Bref, contrarié par cette histoire, il jure alors de se venger. C'est après le départ d'Elisabeth que Djandoubi rencontre, ou plutôt recrute, Annie et Amaria. Elles sont paumées et naïves, et elles quittent tout pour lui, envoûtées par ses beaux discours. Il leur parle de mariage et de projets. Amaria est la première à s'installer chez lui, à l'âge de 16 ans. Elle trouve un travail dans une usine, et tous les mois, elle lui apporte sa paix. Normal, puisque c'est lui qui s'occupe de tout, et qui décide de tout. Annie arrive chez lui peu de temps après. Au début, elle ignore qu'elle n'est pas seule, qu'il y en a une autre. Djandoubi parvient à l'embrouiller avec de grandes idées et en la faisant rêver. Il lui parle d'amour libre, de vie en communauté. Alors que le seul qui est libre dans cette affaire, c'est lui. Puis, une fois qu'il l'a embobiné, il met en place un jeu de rivalité pervers entre les deux adolescentes. Il en punit une
et récompense l'autre, et inversement. Les voisins, bien évidemment, n'ont rien vu ni entendu. Et bien sûr, avec les immeubles de l'époque en papier mâché, vous allez me faire croire que personne n'a rien vu ni entendu. Bande de lâches. Bref. Et si les jeunes filles ne s'enfuient pas, c'est parce qu'il a confisqué leurs papiers. Souvent, il leur parle d'Elizabeth comme d'un exemple, en expliquant que s'il la retrouve, il leur donnera la preuve qu'on ne le quitte pas comme ça. Elle est devenue une véritable obsession pour John Dowby. Après l'avoir quitté, Elizabeth, quant à elle, enchaîne les séjours en hôpital psychiatrique et en maison de repos. Il l'a complètement détruite sur le plan psychologique. Et d'une certaine manière, elle reste toujours sous son emprise. Nous sommes maintenant en 1973. Elizabeth s'en sort, elle va mieux et a même un nouveau compagnon. Pourtant, sans que rien ne puisse l'expliquer, elle retourne un jour à Marseille, directement au foyer de John Dowby. Lui a déménagé, mais elle tombe sur Ali, son frère, qui court lui annoncer le retour de cette Elizabeth dont il parle tout le temps. Après 2 ans de séparation, ils se retrouvent. Lui, il fait son grand numéro, il est de nouveau charmant, drôle et séducteur. Il lui propose de venir visiter son nouvel appartement et elle accepte. En 1 minute, tous ces mois de reconstruction partent en fumée. Malheureusement, son emprise sur elle est trop forte et elle n'a pas réellement réussi à s'en défaire. C'est fou. J'arrive pas à imaginer comment quelqu'un peut avoir une telle emprise sur une autre personne. C'est de comprendre, mais franchement, je ne sais pas comment c'est possible. C'est horrible. Ils arrivent donc rue Villa Paradis vers 14h. John Dowby la fait entrer, il se sert un martini et offre une bière à la jeune femme. Annie et Amaria se sont discrètement retranchées dans la cuisine où elles ne doivent pas faire de bruit, à la demande de John Dowby. Tout à coup, un bruit de claque les fait sursauter. Elizabeth crie et John Dowby lui dit « Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Si je te retrouve, je te tue. Excuse-moi, pardonne-moi, je regrette tant. Je travaillerai pour toi. Je t'en supplie, ne me frappe pas. » Mais c'est maintenant trop tard. John Dowby lui ordonne de se déshabiller et de s'allonger sur le sol. Il appelle alors Annie et Amaria et leur demande de l'aider à faire de la place, de rouler le tapis et de déplacer le fauteuil. Pendant ce temps, il fume tranquillement une cigarette. Il va la torturer tout l'après-midi, sous les yeux d'Annie et Amaria. À 17h, il leur demande de nettoyer et de ranger l'appartement. Il se sert un nouveau martini. Sur le sol, Elizabeth gît nue, à demi consciente. Ensuite, il mange, il boit et il regarde la télévision. On est en pleine Coupe du Monde. Il ne va tout de même pas louper le match. Elizabeth réussit à se traîner jusqu'aux toilettes pour vomir. Elle en profite pour supplier Annie et Amaria de l'aider. Suffit de passer par la fenêtre, allez prévenir la police. Les 2 jeunes filles ne répondent pas. Quand le match est fini, John Dowby va chercher sa voiture et la gare devant la porte. Il demande aux filles de nettoyer Elizabeth. Je ne voudrais pas salir ma voiture. Une fois chargés, ils voilà partis, tous les 4, en route pour un cabanon abandonné qu'il a repéré à Salon de Provence, en périphérie de Marseille. Sur place, il sort Elizabeth de la voiture. Suite à ses blessures, elle ne peut plus marcher. Elle est donc à 4 pattes. Pendant le court trajet à pied, il la frappe et l'insulte. Arrivé au cabanon, il l'étrangle avec un foulard jusqu'à ce qu'elle décède avant de l'abandonner sur place. Et ensuite, il part faire la fête à Sainte-Marie-de-la-Mer avant d'aller camper pendant 1 semaine comme si de rien n'était. Les 2 autres jeunes filles l'attendent à la maison, tranquillement. Le corps d'Elizabeth est retrouvé quelques temps après par des enfants. Il n'est malheureusement plus identifiable. Les policiers concluent alors un règlement de compte entre un proxénète et une prostituée récalcitrante. Jusqu'à ce jour d'août 1974, où Ouria et Amaria ont réussi leur évasion. Ce jour-là, on découvre l'identité de celle qui était passée pour une prostituée. On découvre l'horreur de ce qu'elle a subi avant de succomber et d'être abandonnée au milieu de nulle part, sûrement avec le regard vide, plein de regrets, de ne pas avoir pu se libérer de l'emprise de son tortionnaire. Maintenant, Hamida John Dowby, quant à lui, doit enfin comparaître devant la justice. Il encourt la peine de mort, qui est toujours légale à l'époque. En vue de son procès, il recrute 2 avocats. L'enjeu est important. Il s'agit de sauver sa tête, d'éviter la guillotine. Il lui faut un ténor du barreau. Mais lui, comme si une force voulait sceller son destin, choisit Monsieur Jean Goudaro, qu'il a déjà défendu lors de son accident du travail. Pas que ce soit un mauvais avocat, mais il n'a jamais plaidé aux assises et il ne connaît rien au droit pénal. Sa ligne de défense, ce sera uniquement l'accident du travail pour tout justifier. Le procès se tient devant les assises d'Aix-en-Provence, les 24 et 25 février 1977. De nos jours, un tel procès durerait au moins 2 semaines. Mais à l'époque, ça allait vite. Figurez-vous quand même qu'un second procès est aussi prévu pour le 26 février,
afin de juger Annie et Amaria pour complicité. La blague. Mais pour l'heure, on juge John Doobie. Durant le procès, les juges vont beaucoup s'appuyer sur les psychiatres. Le portrait qu'ils dressent de lui est terrifiant. C'est un authentique bourreau qui se complaît dans la douleur des autres. Un pervers constitutionnel, un colossal danger social. Le deuxième jour du procès est marqué par un accident gênant. Monsieur Goudaro, l'avocat du diable, est absent au moment de plaider, coincé dans les embouteillages. Au lieu de l'attendre, le président, pressé, désigne alors l'avocat d'Annie et Amaria. Celui-ci refuse. Je ne peux pas, je suis l'avocat de 2 victimes. Mais le président lui ordonne. C'est moi qui dirige le débat et je vous désigne. L'avocat préfère quitter la salle et le bâtonnier vient en renfort. Finalement, Monsieur Goudaro, avec toutes ses petites pertes de temps, finit par arriver juste à temps pour le verdict. Sans surprise, et sous les applaudissements, Hamida John Doobie, condamné à mort. À l'annonce de sa sentence, John Doobie reste froid, impassible. Il ne dit rien. En 1977, on ne peut pas faire appel d'un jugement de cour d'assises. John Doobie tente tout de même un appel en cassation, mais il est rejeté. Il n'a plus qu'à espérer la grâce du président Valéry Giscard d'Estaing. En attendant, Annie et Amaria sont jugées et leur avocat plaide l'innocence. Elles sont heureusement acquittées. Heureusement, oui. Il n'y avait pas besoin d'avocat, juste en les regardant, c'est assez flagrant, mais bon, bref. Même moi, pas avocat, j'aurais pu les défendre, je pense. Comme si elles avaient besoin d'un procès à leur rencontre avec tout ce qu'elles ont déjà vécu. Bref. Finalement, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, décide de laisser la justice suivre son cours. L'exécution d'Hamida John Doobie est prévue pour le 10 septembre 1977, à 4h40, à la prison des Baumettes, à Marseille. Pour cette vidéo, j'ai pu retrouver un témoignage exceptionnel sur cette exécution, qui décrit avec précision le point de vue de la doyenne des juges d'instruction de Marseille, Monique Mabelli, qui a été contrainte d'y assister. Je vais donc vous transmettre ce témoignage en vous décrivant de ses mots ce qu'elle a vu, du début à la fin, concernant la dernière exécution par guillotine mondiale du monstre Hamida John Doobie. Alors qu'elle est arrivée un peu l'heure fatidique, on ouvre la porte de la cellule. Elle entendit dire que le condamné sommeillait, mais qu'il ne dormait pas. On le prépare. C'est assez long, car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. On assied le condamné sur une chaise. Un gardien lui donne une cigarette. Il commence à fumer sans dire un mot. Il est jeune, en même temps, il n'a que 28 ans. Les cheveux très noirs, bien coiffés, le visage est assez beau, il a des traits réguliers, mais le teint livide, et il a des cernes sous les yeux. Il fume sa cigarette, qui est presque terminée, et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. Un gardien jeune et amical s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire et lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini son verre. Le verre est presque terminé, et dans une dernière tentative, il demande une autre cigarette. Mais le bourreau du bourreau, qui commence à s'impatienter, s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir. La dernière cigarette est donc refusée, et pour en finir, on le presse de terminer son verre. Il boit la dernière gorgée, tend le verre au gardien. Aussitôt, l'un des gardiens sort rapidement une paire de ciseaux de la poche de sa veste et commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. Le bourreau du bourreau fait signe que l'échancrure n'est pas assez large. Alors, il donne 2 grands coups de ciseaux dans le dos de la chemise et, pour simplifier, il dénude tout le haut du dos. Il ne faudrait pas que le tissu vienne empêcher une taille bien nette. Puis, ils mettent le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir et la guillotine apparaît, face à la porte. Au pied, ouvert, on peut voir un panier en osier brun. Le corps, encore en vie de Hamida John Doobie, est presque jeté à plat ventre sur l'échafaud. Il n'a rien le temps de dire, ni de comprendre. Puis en quelques secondes, on entend un bruit sourd. Puis du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. La tête, quant à elle, a basculé dans le panier. Comme si de rien n'était, un gardien prend un tuyau d'arrosage et nettoie la machine à tuer. L'exécution a eu lieu à 4h40 et la journaliste est chez elle à 5h10. Puis à 6h10, elle écrit sur la scène à laquelle elle vient d'assister. Hamida John Doobie est le dernier condamné à mort de France. Mais il est aussi la dernière personne au monde à avoir été guillotiné. Le dernier guillotiné. Une fin brutale pour un tortionnaire tout aussi violent. On pense que la condamnation à mort soit justifiée ou non, on peut reconnaître qu'il n'a pas autant souffert que ses victimes, dont il a, pour certaines, retiré leur virginité, leur confiance en elles, leur futur, et même, pour l'une d'entre elles, la vie. Quant à lui,
il n'en aura perdu que la tête, sans métaphore. Mais était-ce suffisant pour rendre justice après tout le mal qu'il a causé? Pouvons-nous seulement le décider? Je ne le sais pas. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur ces victimes. Nous espérons juste qu'elles ont pu relever la tête et avoir une vie digne dans le bonheur et le respect. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et encore une fois, ces histoires sont là pour se souvenir. Pas du meurtrier, on peut néanmoins se souvenir de la réalité historique de la fin d'une ère de l'exécution par guillotine, mais surtout pour se souvenir des victimes et ne pas oublier qu'elles ont existé, même si leur nom ne ressurgit nulle part. N'oubliez pas non plus de faire attention à vous et de toujours bien vous préserver. Méfiez-vous des personnes trop manipulatrices. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Prenez soin de vous, la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une nouvelle vidéo inédite racontée d'un point de vue totalement différent et dans une certaine chronologie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien abonnez-vous, likez et partagez ce contenu qui n'existe nulle part ailleurs sur YouTube. En me soutenant, ça me motive toujours à en faire plus et ça soutient mon travail sur cette chaîne complètement autoproduite et qui demande tout mon temps de travail et beaucoup d'investissement. Alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez avoir des notes plus joyeuses et me suivre, venez sur Instagram. Le lien est dans la description. Dans les prochains mois, si on continue à monter, on fera des trucs là-bas. Alors venez. Sur ce, la famille, moi je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou. Kiss.